Toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire ELIAC et HPE. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette session dédiée à l'évolution des environnements de virtualisation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un point important, VMware reste une solution de virtualisation robuste, performante et largement éprouvée aujourd'hui sur le marché. Mais nous constatons depuis plusieurs mois que certains clients s'interrogent. Certains clients souhaitent challenger leur architecture ou recherchent tout simplement des alternatives face aux évolutions, qu'elles soient tarifaires, contractuelles ou alors technologiques du paysage actuel. Et c'est précisément ce qui nous amène ici. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. Donc les micros sont coupés pour le confort de tous, mais vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en fin de session. Les intervenants. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné par 2 experts, Frédéric Colombet, consultant avant-vente et champion HPE pour ELIAC, et Laurent Gavazza, Channel Storage Technology Architect, donc chez HPE. Et pour ma part, je suis donc Audrey Mathurin, directrice de la Business Unit, donc chez ELIAC. Avant de commencer, un questionnaire de satisfaction vous a été envoyé par email. Il contient seulement quelques questions et vos retours nous sont précieux. Donc, merci par avance de prendre quelques secondes pour y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, le thème du jour. Nous allons vous présenter comment moderniser, simplifier et réduire les coûts de vos environnements virtualisés grâce à HPE VM Essential, une solution qui s'intègre dans les environnements existants et qui ouvre la voie à une hybridation progressive. Jingle. Alors messieurs, sur le terrain, on a tout de même un constat qui est relativement simple. Les entreprises aujourd'hui font face à une hausse massive des coûts de la virtualisation, parfois multipliés par 3 ou 5 selon les cas. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas anticipé cela et évidemment, cela bouscule tous les plans. En parallèle, on demande à ces entreprises de réinventer leur stratégie IT beaucoup plus vite que prévu, revoir leur architecture, sécuriser leurs choix, arbitrer aussi dans l'urgence. Et pendant qu'on demande d'en faire plus, la réalité reste la même. Il y a toujours plus d'applications, il y a toujours plus d'environnements, il y a toujours plus de sites à gérer, mais malheureusement, toujours avec exactement les mêmes équipes. Donc bref, un constat où la pression augmente, mais les moyens, à contrario, non. Et évidemment, les clients aujourd'hui cherchent à reprendre donc le contrôle. Et justement, nous allons regarder comment l'offre VME Essential peut répondre de manière concrète à ces réalités. Et Laurent, c'est ma question. Est-ce qu'en 4 points, tu peux nous présenter l'offre ? Effectivement, on va pouvoir parler de 4 points majeurs pour simplifier et introduire cette solution aujourd'hui. Donc, comme tu l'as bien dit, VMware reste une solution enterprise et aujourd'hui sur le marché qui est d'ailleurs encore validée et qui le sera encore sur ses versions futures pour le matériel HPE. Mais c'est vrai que pour les plus petites structures, plus moyennes et petites entreprises, effectivement, cette transition de modèle de licensing pose des questions sur le budget et donc les clients cherchent des solutions alternatives. Et c'est là où nous, on va venir présenter une solution de niveau enterprise avec vraiment une roadmap qui est aujourd'hui très fournie et qui va être une solution aujourd'hui qui va attirer nos clients puisqu'en fait, on va proposer beaucoup de services, un écosystème qui va être éprouvé avec une solution qui n'est pas juste toute neuve. C'est vrai que marketingment parlant, c'est tout neuf, ça arrive sur le marché, mais en fait, c'est une solution qui a été rachetée en 2004 et qu'on a continué à développer. Donc, je vais vous montrer tout ça dans les slides suivantes. Ensuite, c'est un écosystème aussi qui est ouvert. On ne sort pas de quelque chose de verrouillé VMware. Reviens sur la slide d'avant, s'il te plaît, Fred, pardon. On est quelque chose aujourd'hui qui permet de pouvoir s'interfacer avec un écosystème large, qui va permettre aussi de ne pas être que enfermé sur du matériel HP. Cette solution nouvelle, chez les clients qui veulent y aller petit à petit, on va pouvoir permettre
une transition en douceur et pas une révolution. Donc ça, j'y reviendrai aussi après, ce qui va permettre de ne pas avoir une complexité dans l'infrastructure client. Et enfin, la solution, tu le disais, était très éprouvée côté aussi VMware, et les clients qui veulent en sortir, c'est pas parce qu'ils en sont pas contents. Niveau fonctionnalité, ils le sont. C'est plus pour des raisons de budget. Et donc notre solution va permettre aussi de maîtriser un budget et d'être plus agressive en termes de prix et de licence. Slide suivante, s'il te plaît. Donc justement, cette solution se base aujourd'hui sur un environnement Linux Ubuntu KVM, et ça va être aussi notre force chez HPE, c'est qu'on va pas recompiler, on va se servir de toutes les briques qui sont ici dans le schéma en bleu, qui sont des solutions qui vont être reconnues et validées, et qui va permettre nous d'agréger pour faire notre solution d'hypervision, donc qui va être chapeautée par un manager qui va être la solution donc VM Essential. Tu peux cliquer pour l'animation. Donc, quand on parle aussi de solutions, là où je parlais de pérennité, c'est que la plupart des composants sont là depuis une dizaine ou une vingtaine d'années pour certains. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui sort juste du lab. Vas-y, clique pour l'animation pour avoir juste les dates. Voilà. Pour les années, oui, pardon. Donc, c'est aujourd'hui une solution qui est vraiment éprouvée, qui est stable. On va revenir après sur la roadmap et les fonctionnalités, mais on a aujourd'hui quelque chose qui est vraiment d'un niveau enterprise et aussi sur le service et le support. Slide suivante. Je parlais tout à l'heure de compatibilité et de système ouvert. Alors forcément, on a beaucoup validé les matériels HP, mais il n'y a pas que de l'HPE. Donc c'est vraiment pour montrer un positionnement aujourd'hui d'ouverture sur le marché, positionnement vraiment hyperviseur, quel que soit le matériel et la stack matériel qui est dessous, puisque finalement, tout ce qui est compatible KVM et compatible Ubuntu a de fortes chances d'être validé et en tout cas en partie validé sur la partie VM Essential. Alors du coup, j'ai une question, Laurent, pour des clients qui sont déjà, sous environnement HPE. Quel serait selon toi le principal, avantage justement? Alors, effectivement, quand on est sur déjà de l'HPE ou quand on va mettre du matériel HPE, on a des fonctionnalités avancées puisqu'on a des plugins de gestion côté serveur, côté réseau et côté stockage qui permettent d'avoir une visibilité avancée de l'infrastructure sur la couche virtualisation, de la même manière que HPE le faisait avec le plugin dans VMware. Donc, on va pouvoir depuis son interface de virtualisation, voir l'état de santé, voir les versions de software matérielles, voir l'utilisation de la baie de stockage, voir s'il y a des erreurs et aussi activer des fonctionnalités. Et sur le stockage, on va même jusqu'à créer le volume au moment de la création de la VM. OK. Donc on vous a mis quelques listes de matrices de compatibilité juste après, mais vous aurez les slides pour ceux qui répondent au questionnaire. Donc on va pas s'attarder trop sur cette partie matrice de compatibilité, puis on va avancer aussi sur les autres points. Comme le disait Laurent, voilà, c'est pas exhaustif la liste, mais ça vous montre bien l'ouverture du constructeur HPE pour y appliquer son hyperviseur. Après, on va valider des protocoles, donc on est compatible en iSCSI, en FC, pour ceux qui veulent un peu plus de détails techniques, mais on pourra y revenir et n'hésitez pas à poser vos questions après. Côté matrice de compatibilité des machines virtuelles, finalement, tout ce qui est compatible aujourd'hui KVM l'est aussi sur notre solution. Donc, vous avez la majeure partie des hyperviseurs pour l'intérieur de vos VM qui sont validés. Et encore une fois, tout est disponible sur la matrice de compatibilité. Slide suivante. Pour la partie ouverture et pilotage des environnements, notre solution est la seule du marché aujourd'hui à proposer une console de gestion qui va à la fois gérer la partie VM Essential avec ce nouvel hyperviseur sauce KVM Linux et aussi piloter la partie Broadcom VMware, donc ce qui va permettre de se connecter sur le vCenter et de piloter et transférer les VM au fil de l'eau, ou même pour les clients qui ne veulent pas tout remodeler d'un coup et qui veulent pour des raisons d'éditeurs ou pour des raisons de criticité d'applicatifs, garder une partie VMware mais réduire son empreinte et à la fois gérer le standard de la virtualisation, on va dire, sur notre solution, mais ils vont pouvoir, à travers la même console, pouvoir gérer leur infrastructure et réduire aussi la partie complexité d'une infrastructure et de ne pas avoir une multitude de consoles. Et donc, ils vont pouvoir simplifier leur intégration de la nouvelle plateforme. Slide suivante. On en parlait tout à l'heure sur l'agressivité côté prix et le budget optimisé. Aujourd'hui, ce qui pose problème finalement, c'est les changements de politique
de notre cher VMware. Donc ça apporte beaucoup d'incertitudes sur le marché pour les renouvellements ou pour les licences à plusieurs années d'échéance. Chez nous, ça va être assez simple et assez clair. Ça va être une licence au socket. D'accord? Peu importe le nombre de cœurs, donc ça va être linéaire. Que vous ayez 16, 32, 64 cœurs, ça va être le même coût de licence par processeur, ce qui apporte beaucoup plus de lisibilité et de clarté sur la projection, soit pour l'évolution, soit pour les années de votre infrastructure. Hein. La plupart des gens achètent sur 5 ans. Donc il faut voir que ça permet fortement de réduire les coûts, de maîtriser son budget et aussi de pouvoir aussi redensifier une infrastructure là où avant les sizing étaient plutôt aussi créés par rapport aux contraintes de licence existantes. Alors j'ai une question Laurent, parce qu'on parle aujourd'hui de réduction qui passe entre 4 et éventuellement jusqu'à 25 fois moins cher. Concrètement, cela veut dire quoi? Alors là, on se concentre vraiment sur le prix de la licence et pas forcément sur le coût de l'infrastructure au global, puisqu'on verra qu'il y a plusieurs gammes disponibles et différentes solutions. Mais si on parle vraiment de la licence, c'est vrai qu'on va plutôt se comparer face à du VCF, qui est la politique aujourd'hui plutôt de Broadcom. Bien sûr, il y a des clients qui sont restés en enterprise, qui ont des contrats spécifiques. Donc là, on va vraiment parler de 4 à 25 fois, mais ça dépend bien sûr aussi des contrats clients. Si on se concentre plus au sens global d'une infrastructure, on va être entre 20 et 50% moins cher si je parle par exemple d'une infrastructure HCI avec 3 serveurs minimum. En termes de prix et de budget, voilà, on sera entre 20 et 30, entre 25 et 50% moins cher. Après, au plus il y a de nœuds, au plus la mathématique fait qu'il y a de licences côté VMware, et donc au plus l'écart se creuse et au plus le rapport qualité-prix chez VME augmente. C'est plus avantageux. Donc justement, pour ceux qui veulent tester la solution, vous avez aussi des licences d'essai qui sont disponibles. Donc on est repassé à 60 jours d'essai sur la version qui est sortie aujourd'hui en téléchargement. Vous avez jusqu'à 6 sockets d'essai. Donc si vous avez des serveurs disponibles ou des vieux serveurs à recycler pour faire un lab, c'est une éventualité. Vous avez tous accès à des licences d'essai. Ok. Merci en tout cas, Laurent, tu as bien montré en tout cas les 4 points. Donc pour résumer, si j'entends bien, donc il y a bien une solution qui est éprouvée et qui est pérenne. On a bien un écosystème qui est ouvert. On a bien l'hybridation aussi des environnements et on a aussi donc l'optimisation du budget. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans la granularité en termes d'architecture et de fonctionnalité? Alors oui, justement, on va aller faire un petit zoom sur les fonctionnalités. J'ai prise sur la slide. Ouais, non, c'est ça. Arrive, voilà, c'est la latence de la distance. Alors aujourd'hui, on va vraiment être sur une solution équivalente à du vSphere standard et enterprise. Donc on a les solutions, on a les fonctionnalités standards de virtualisation. Vous n'allez pas être bloqué là-dessus. On va les détailler un peu plus après. Mais enfin voilà, il n'y a pas de blocage en soi pour une fonctionnalité ou pour aller faire de la virtualisation sur cette nouvelle solution. Donc, on sait faire du déplacement de VM à chaud, on sait faire bien sûr du achat, on sait bien sûr équilibrer la charge et j'en passe. Et on peut même aller au-delà puisque cette solution est en fait historiquement une plateforme CMP. Donc elle a aussi intégré des fonctionnalités d'orchestration, d'automatisation de tâches qui permettent de gérer ce qu'on appelle le jour 2 de la VM pour ceux qui font de la virtualisation ou qui ont eu affaire à des hébergeurs. Voilà, c'est plutôt la durée de vie après le déploiement de la VM. Donc on peut faire beaucoup de choses à travers cette solution. Côté terminologie sur la slide suivante, voilà, on va se retrouver pour avoir une petite comparaison avec bien sûr le manager qui va remplacer ou qui va être l'équivalent du vSphere, pardon, du vCenter. On a notre solution qu'on appelle Morpheus VM Essential qui vient se mettre au niveau même du vSphere. Le HVM cluster, c'est notre cluster d'hypervision, le HVM host, l'équivalent de l'ESX. Et ensuite, pour ceux qui veulent aussi aller beaucoup plus loin et aller avoir et étendre, on va dire, des solutions aussi très hétérogènes ou pour des choses beaucoup plus enterprise, on a la partie Morpheus Enterprise Software qui, elle, vient se connecter face
à du vCloud Foundation, de l'ARIA, parce que là, on va gérer d'autres architectures, hein. Je parlais tout à l'heure de la console qui savait gérer à la fois VMware, à la fois VME. En fait, il faut savoir que juste avec une licence supplémentaire, on peut passer sur la couche Enterprise avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de choses autres que la virtualisation. On peut gérer du container, on peut gérer du cloud, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est en fait exactement le même produit. Il n'y a pas de gamme, il n'y a pas de migration nécessaire. On peut directement débloquer cela avec une licence. C'est pas le thème du jour, mais on pourra en reparler bien sûr avec ELIAC. Alors, j'ai quelques petites questions tout de même sur cette slide-là. Peut-on migrer, par exemple, progressivement cluster par cluster? Est-ce qu'il existe aussi un outil natif de migration depuis VMware vSphere, par exemple? Alors, dans la solution VME, en effet, il y a un outil gratuit qui est compris dedans, qui permet de se connecter à l'interface vCenter, de sélectionner les VM, de mettre en fait les correspondances de réseau, les correspondances de stockage, et ensuite c'est l'outil qui va se charger de faire la migration de la VM, et on peut aussi faire un retour en arrière puisque la VM source n'est pas modifiée ou n'est pas changée. On va juste se baser sur les éléments VMware pour transférer. Le processus, c'est créer un template, copier les données et redéployer la VM côté VME. Donc ça, par contre, ça se fait à froid. Il y a d'autres outils du marché qui permettent de réduire ce temps de migration, mais tout ça, effectivement, ce sont des solutions soit tierces qui existent depuis longtemps sur le monde KVM, soit des solutions que l'on propose aussi chez HPE qui s'appellent Zerto. D'autres questions, Audrey? Non, c'est tout. Alors, il y a quelques questions qui arrivent dans Peut-être le chat au fil de l'eau, on y répondra on juste y après. répondra par la Malheureusement. suite. J'ai peut-être une dernière question parce que je vois en fait qu'il manque le stockage, enfin le storage DRS ou la réplication. Comment vous y répondez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, sur la slide suivante, où on a fait un petit recap des fonctionnalités, on va voir que la plupart des fonctionnalités sont présentes. Par exemple, pour l'encryption des machines, VMware le fait d'une manière plutôt logicielle, nous on va le faire plutôt d'une manière hardware sur nos plateformes. Et pour la question du storage DRS, on supporte aujourd'hui déjà la réplication entre 2B à l'ETRA, par exemple, sur un cluster VME. Et cette partie storage DRS arrivera avec le multi-cluster cet été, avec le multi-site et le stretch cluster cet été. Donc, on répond à la plupart des besoins aujourd'hui. Effectivement, il manque encore quelques fonctionnalités qui arrivent incessamment sous peu. On a mis le paquet aujourd'hui sur la roadmap. On a sorti une dizaine de versions cette année, ce qui permet de montrer aussi l'engagement et l'importance de cette solution logicielle chez HPE versus la concurrence qui a peut-être moins de stratégie ou moins de lisibilité sur la roadmap. Top. Ben, merci en tout cas pour ce focus sur les fonctionnalités. Bon, maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on va passer à la suite et notamment peut-être la présentation des 3 types de solutions que l'on peut adresser aujourd'hui. Alors effectivement, cette solution chez nous va se décliner en trois parfums, en 3 déclinaisons. On a la partie standalone, donc c'est-à-dire vraiment la partie software que vous installez sur n'importe quel serveur, hein, en suivant la matrice de compatibilité. Donc, il y a un petit décalage des fois entre les versions qui sont sorties selon les plateformes. Ensuite, principalement, on va avoir deux gammes d'hyperconvergence chez nous, donc qui vont être des solutions packagées avec une préinstallation du produit, avec un déploiement simplifié aussi. Donc, on a la solution DHCI ou PCBE pour ceux qui connaissent déjà la partie matériel HPE. Donc, on va avoir une stack avec des serveurs, une baie de stockage et des switches. Et on a la partie SimpliVity qui est aussi validée sur VME. Donc la partie VMware continue, mais la partie VME s'est ajoutée sur cette gamme-là. Et en fonction des versions de ces stacks, on va avoir les fonctionnalités VME qui sont implémentées sur ces 2 gammes-là. Donc, toujours un petit peu d'avance sur la partie standalone, parce que c'est celle qui avance tout seul, finalement, sans intercompatibilité particulière avec le matériel. Et on a ensuite donc DHCI et SimpliVity qui avancent. Et donc, sur les prochaines versions SimpliVity, donc, qui arrivent début avril, on aura l'avant-dernière version VME dessus, avec des fonctionnalités aussi spécifiques qui arrivent pour SimpliVity. Mais donc, j'en parlerai au moment de la sortie et on vous diffusera ces informations. OK, merci en tout cas et
j'ai 2 petites questions. Comment est gérée la haute disponibilité et surtout comment, de manière concrète, fonctionne le clustering? Tu peux rester sur la slide suivante et mettre toutes les animations si Ouais, tu veux. toutes les C'était juste pour animations. montrer effectivement l'intérêt de ces plateformes HCI. Donc, avant de continuer pour répondre à la question, la haute disponibilité, elle est gérée par le manager, elle est gérée par la redondance des produits, elle est gérée par la réplication que l'on a par exemple au sein de SimpliVity aussi. Et donc c'est le HA, si on peut reprendre ce terme-là, qui va basculer les VM. Et c'est aussi la réplication côté nœud de stockage SimpliVity ou la réplication entre 2B à l'ETRA qui va permettre aussi de sécuriser la partie stockage de l'infrastructure. Sur la partie HCI, on a une console de gestion pour le cycle de vie du matériel, et que ce soit de la Letra DHCI PCBE ou que ce soit du SimpliVity. Et cette console permet aussi de s'interconnecter à du cloud public et de voir un peu euh, les meilleures consommations, qu'elles soient en local ou qu'elles soient à distance. Et vous avez la possibilité de consommer cette infrastructure, que ce soit en OPEX ou en CAPEX, peu importe vos modes de consommation ou de financement. Et ça, c'est indépendamment de VME. Au niveau de la console, HPE a fait quelque chose de relativement simple, de abordable, pour que cette nouvelle console puisse être prise en main rapidement par les équipes et qu'elle puisse donc faire cette transition entière ou en partie, suivant les workflows, pour gérer l'ensemble de votre SI. C'est une console web Ça permet de gérer équivalente. des multisites, ça permet de voir un peu l'aspect consommation des infrastructures. Ça, c'est plus pour la partie gestion cycle de vie du matériel et de la solution. C'est pas à travers cette console-là qu'on va gérer les machines virtuelles, c'est à travers le manager VME, mais effectivement, les deux sont intéressants. Bon, merci en tout cas de nous avoir présenté les 3 solutions. Je pense qu'il y a une question, que tout le monde doit se poser, la compatibilité au niveau du backup. Alors effectivement, pas de transition, pas de production sans backup. Donc effectivement, tout le monde nous pose la question de comment ça se sauvegarde, comment ça se protège. Alors il y a une solution de protection intégrée à VME avec plutôt des notions de snapshot et d'externalisation de snapshot sur d'autres stockages que celui de production. Mais là, c'est pas le petit focus du jour. Donc effectivement, on est aujourd'hui validé sur les 3 gros acteurs du marché, donc Veeam, Cohesity et Commvault. Et on va plus faire un focus sur Veeam qui est plus implanté sur ce marché petite et moyenne entreprise. Mais sachez que les 3 acteurs sont validés et que dans la roadmap, Rubrik aussi fait son apparition. Donc il y a d'autres acteurs qui vont s'ajouter. Slide suivante. Mais du coup, concrètement, juste pour, rester sur cette slide-là, pardon, dernière question. Est-ce que je retrouve en tant que client les mêmes fonctionnalités Veeam sur HPE VME? Si je comprends bien? C'est justement une bonne transition pour la slide d'après où c'est un peu plus détaillé sur la partie fonctionnalité. Alors, Veeam avant nécessitait un mode agent, donc c'était un peu plus compliqué pour les clients, même si nous on savait l'automatiser. Depuis le début mars, c'est 100% fonctionnel en termes de venir chercher sa VM et son image dans l'hyperviseur. Donc, vous avez les mêmes fonctionnalités et le même service que sur la partie VMware, à quelques fonctionnalités Veeam près, mais qui sont détaillées dans le lien que je vous ai mis. Aujourd'hui, les prérequis de Veeam, c'est une certaine version de Morpheus VM Essential, donc la version 8.13 au minimum, un Veeam Backup et Réplication 13.01, et donc tout ça est détaillé dans la procédure d'installation et sur le téléchargement du plugin sur le site de Veeam directement. Tu peux cliquer pour la partie fonctionnalité. Donc voilà, aujourd'hui, on a l'équivalent d'un backup et réplication de Veeam sur cette partie VME. Il manque juste la réplication temps réel, mais je laisserai aussi Veeam plus détailler leur partie. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est validé pour de la sauvegarde cross-plateforme. C'est des choses qu'ils ont validées et qui sont aujourd'hui dans la matrice. Top. Merci en tout cas pour ces explications, claires, nettes et précises. Au niveau de la conclusion, en bref,
Qu'est-ce que cela donne? Et est-ce que l'on a un use case, un cas d'usage concret à présenter peut-être? Bien sûr. Bah, après, au niveau de la conclusion, avant de passer au use case qu'on va présenter, donc c'est comme disait Laurent, c'est quand même une solution au niveau entreprise avec l'intégralité des stacks ou avec les features qui arrivent pour combler cette création de nouvelles hyperviseurs. Mais c'est une solution qui va pouvoir s'appliquer sur on va dire, l'ensemble de vos équipements, s'ils sont, s'ils sont sur les normes classiques du Viscosy, de la fibre, s'ils sont compatibles Ubuntu, et l'ensemble de vos équipements pourrait être porté sur cette solution. Comme on vient de le dire, les sauvegardes sont comme Vol, Vim et Cohesity, mais avec rubrique qui avance. Et le gros des bases de données sont également compatibles avec ça. Concernant le cas client, donc c'est un client bordelais qui avait une infrastructure vieillissante de vieux serveurs qui ne passaient plus en V8 VMware. Obligation de changer cette infrastructure. Une politique budgétaire contrainte, comme beaucoup de sociétés. C'est pas évident de pouvoir complètement faire un changement. Donc, la politique s'est portée sur réduire les coûts, mais malgré tout, rester open-minded. Et c'est là que nous sommes intervenus en proposant et en, en faisant une démo vraiment de l'entièreté de la solution. La solution client donc, repose sur 4 serveurs DL325, donc avec des processeurs AMD, 2 BA synchrone PCA, ainsi qu'une appliance de sauvegarde StoreOnce. Cette infrastructure a permis à notre client de se projeter même sur le futur, du fait de pouvoir y intégrer des processeurs 32 cœurs et avoir une certaine pérennité pour tous ces workloads futurs qu'il va pouvoir poser sur cette infrastructure. Ce qui a été clé pour sa décision, ça a été, comme je disais, la présentation que l'on a réalisée conjointement avec les équipes HPE. Ce que a souligné Laurent tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir gérer les deux infrastructures en parallèle, cette migration au fil de l'eau. Et c'est un détail, mais cependant, c'était important pour lui. La tarification au socket qui était, pour le coup, 5 fois moins cher que s'il avait pris exactement la même chose avec son ancien hyperviseur. Ok, donc si je résume, les éléments différenciateurs, donc ça a été la maîtrise du budget finalement, l'expertise aussi qu'Eliac a su apporter sur l'environnement, déjà l'écosystème HPE et notamment de par son expertise au sens large sur la virtualisation. Donc le choix finalement de la techno qui répond à un besoin, le choix du titulaire, enfin du partenaire, pardon, pour accompagner le client, en tout cas dans cette transition. Et aujourd'hui, je suppose que les retours de ce fameux client sont positifs. Oui, tout à fait. Il peut se projeter, il n'est pas enfermé dans son ancienne infrastructure et il a vraiment une politique sur 5 ans pour rajouter tous les workloads possibles sur son infrastructure. Et surtout, donc, le point d'entrée unique HPE qui va gérer à la fois le hardware et le software en cas de problématique. Bon, ouais, bah, parfait. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour ces éclaircissements. On a pas mal de questions dans le chat. Je vais commencer par la première. Est-ce qu'aujourd'hui, les environnements des autres constructeurs peuvent-ils être supportés avec VME?
Alors oui, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont en phase de validation. Pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui veulent avancer un peu plus, il y a un processus de self-validation. Donc en fait, c'est rentrer dans un formulaire, donner tous les éléments nécessaires pour se faire valider ou les opérations de banc de test en fait. Donc on peut faire valider une solution, on va dire, dite exotique sur VME. Et au plus elle est déjà validée ou compatible Ubuntu et KVM, au plus elle a de chances de rentrer dans la matrice de compatibilité VME. En tout cas, pour ce qui n'est pas déjà dans la matrice de compatibilité, il y a déjà du best effort qui est fait sur la partie support. Top. Merci en tout cas pour cette question. J'ai une deuxième question. Est-ce que le système est compatible avec le protocole Catalyst? Alors, le protocole Catalyst, là, c'est plus pour le backup, donc ça fait référence à StoreOnce. Donc, j'ai commencé à répondre dans le chat, mais pour tout le monde, la partie Catalyst, elle est intégrée déjà à la B à l'ETRA, elle est déjà intégrée à la partie SimpliVity. Maintenant, en mode VME, c'est plus une intégration matérielle directement vers SimpliVity et VME gère déjà le backup SimpliVity à travers le plugin de gestion. Et pour ceux qui veulent utiliser la partie Aletra B10000, ça aussi, c'est quelque chose qui est déjà valide. Donc, on sait faire du snapshot et le déplacer vers StoreOnce grâce au protocole Catalyst. Voilà. Mais c'est plus une intégration hardware que quelque chose au niveau hyperviseur. C'est déjà disponible. Très bien. Merci beaucoup. Jean-Christophe nous demande si Citrix est supporté par la solution Morpheus. Alors, dans la solution Morpheus Enterprise, il y a des solutions Citrix qui sont validées, mais en tout cas, juste pour la partie virtualisation, il faut savoir que bah, du coup, le virtualiseur CVME, c'est pas Citrix, donc c'est pas à ce niveau-là qu'on va faire une intégration. Par contre, si on veut gérer une infrastructure Citrix, il faut passer sur la partie Morpheus Enterprise. Très bien, merci. Jean-Michel, de manière pragmatique, finalement, c'est une sorte de Proxmox avec la possibilité de gérer du VMware en parallèle, non? Alors, c'est la même philosophie parce qu'on va se baser aussi sur du KVM. La différence c'est que Proxmox, bah, c'est un petit peu le monde communautaire, donc avec ses avantages et ses inconvénients. On parlait tout à l'heure de stratégie produit, on parlait tout à l'heure de déploiement ou de développement de fonctionnalités. Bah, sur Proxmox, ça va être plus lent ou moins précis. Nous, on va valider qu'une seule librairie de virtualisation qui est libvirt, là où le monde virtuel, bah, il y a des plugins un peu dans tous les sens. Et donc, bah, Proxmox n'a pas un support illimité, ou en tout cas, c'est un support très cher avec des tickets qui n'est pas sur du 24/7. Il va y avoir différents plugins développés à droite à gauche et pas forcément par la communauté Proxmox, mais par on va dire d'autres communautés à côté. Donc, niveau compatibilité, niveau fichier qui va référencer des références architecture, ben, ça va être beaucoup moins précis. On va être sur quelque chose de plus standard, de plus communautaire, de plus basique et pas forcément d'un niveau enterprise. Donc, en termes de fonctionnalité, on va être assez proche. En termes d'écosystème, bah, avant de trouver une validation bien précise autre que dans un forum, ou si jamais vous avez des soucis, bah, ça va être beaucoup de recherche dans un forum. Donc, le niveau de débugage ou le niveau de service associé va être beaucoup moins rapide et beaucoup moins précis. Après, ça reste une très bonne plateforme de virtualisation et on est sur les mêmes, on va dire, à peu près les mêmes composants, là où il va peut-être y avoir plus de multitude ou plus d'interactions et de plugins développés à droite à gauche sur Proxmox, qui ne va pas forcément être des plugins officiels. Ok, très bien, merci. Nicolas nous pose la question quid de la possibilité de déploiement par l'appliance d'Essential Manager tel que VCSA de VMware. Alors, excuse-moi, je n'ai pas très bien entendu la fin de la réponse de la question. Quid de la possibilité de déploiement par l'appliance de l'Essential Manager tel que VCSA de VMware? C'est à peu près le même principe, puisque la partie VM Manager est une VM, elle est prévue au moment du déploiement. Donc on installe Ubuntu sur les serveurs pour ceux qui sont en standalone. On charge, il y a une petite console de déploiement qui va déployer cette VM Manager au même titre qu'un VCSA vCenter. Et vous rentrez bah, vos IP, vos données, et ça déploie donc ce manager, et ensuite ça déploie le cluster. Côté HCI, c'est beaucoup plus packagé, c'est beaucoup plus automatisé. Donc là, il y a une interface web au démarrage où il y a déjà beaucoup de choses qui sont implémentées et prévues. Et vous arrivez plus dans de l'expérience suivant, comme vous l'aviez sur du VCA, VCSA.
Très bien. Je vois qu'on a eu des questions, mais des réponses ont déjà été apportées. Mais pour rappel, est-ce que SimpliVity peut fonctionner avec l'hyperviseur sans VMware? Oui, SimpliVity est disponible au choix en VMware ou en HPE VM Essential. OK. On en avait une deuxième qui était est-ce que Vim prend totalement en charge VME et quid de Show Backup? La réponse a été, il me semble aussi, apportée dans les deux slides. Est-ce que tu veux peut-être, Laurent, y revenir? Sur backup, pas sûr, parce que moi je suis pas forcément expert Vim, donc je vous laisse aller voir sur le lien ou directement avec Vim sur ce qui est implémenté. Enfin, il y a déjà une belle liste de fonctionnalités. Après, c'est des choses qui vont aussi s'améliorer au fil de l'eau. Je pense pas qu'il y ait 100% des fonctionnalités Vim, en tout cas l'essentiel est là. Il y avait une question aussi sur la microsegmentation. Donc, je pense que c'est de la microsegmentation réseau, si je me trompe pas. La Donc question sur la j'étais en train de taper, mais micro-segmentation, en effet, la question est, alors tu en as sauté une, mais c'est pas grave. C'était celle en effet de Clément. La micro-segmentation est-elle comprise dans la licence? alors, elle est gérée chez nous à travers Aruba et on le remonte à travers le plugin Aruba. Donc, on va traiter la microsegmentation de manière un peu plus avancée, un peu plus complète sur la gamme CX 10000. Et donc, on sait proposer de la microsegmentation, mais le prérequis est d'être sur de l'Aruba aujourd'hui. C'est des choses qui vont aussi s'améliorer dans le futur. Ok, très bien, merci. Et Jean-Michel nous demande quelle est la différence avec OpenStack? OpenStack, c'est gérer une infrastructure avec du Red Hat, donc la couche matérielle et la couche logicielle est un petit peu différente, donc c'est une autre philosophie, c'est un autre produit, et OpenStack peut être géré aussi comme n'importe quelle infrastructure dans la partie Morpheus Enterprise. Très bien, merci. Jean-Philippe nous demande comment se passent les migrations des VM VMware vers la solution. Alors ça, je pense que je l'ai un petit peu dit dans les slides. Donc aujourd'hui, dans ce qui est compris dans VME, c'est, on va dire, un plan de migration. On va venir sélectionner les VM, on va venir mettre le cluster de destination, les réseaux qui sont définis sur VME pour pouvoir travailler sur cette VM, les stockages, et ensuite on va faire une copie et une migration de la VM. Pendant ce temps de copie, la VM source est éteinte pour éviter qu'il y ait des décalages ou des incohérences applicatives. Et une fois que c'est redéployé côté VME, ben, on redémarre la VM, on check que tout va bien. Et puis, alors, des fois, il y a des petits drivers à mettre à niveau, mais quand on met bien les credentials de la VM, on met les librairies de virtualisation qui viennent remplacer les VMware Tools, hein, pour ceux qui connaissent côté VMware, et assurer la virtualisation, les bons drivers et le bon fonctionnement de la machine virtuelle. Ok, merci. Thibaut nous demande si tu as des informations sur la compatibilité, notamment autour de SAP HANA. Alors, pas pour l'instant, c'est pas encore validé sur VME. SAP HANA, ce sont des infrastructures qui nécessitent beaucoup de validation, beaucoup de checks, et ça a été déjà long de le valider sur SimpliVity et VMware. Donc, c'est des choses qui vont arriver, mais c'est pas forcément la priorité dans le sens où VME se dirige plus vers des petites structures et SAP HANA, c'est parfois des structures moyennes ou plus grosses parce qu'il y a un niveau de performance et il y a un niveau enfin, il y a des infrastructures références assez particulières sur cette solution-là. Donc, c'est dans les bacs de la roadmap, mais c'est pas ce qui va arriver le plus vite. Ok, merci en tout cas. Jérémy nous demande si des nœuds hétérogènes sont-ils supportés? Alors, dans quel sens? J'aimerais bien qu'il précise sa question. Sinon, d'un point de vue cluster, peu importe que ça soit du VMware, du VME ou autre chose, généralement, on préfère que les nœuds soient homogènes. Maintenant, si pour des raisons de durée de vie ou d'ajout de nœuds plus tard, tu parles de gestion de niveau de CPU ou de génération différentes, oui, c'est supporté. Il y a des notions d'équilibrage, comme fait VC côté VMware pour gérer les différences de jeu au niveau CPU. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. L'hétérogénéité matérielle des nœuds dans SimpliVity, c'est géré. Dans PCBE, c'est géré. Donc il n'y a pas il y a pas de contrainte là-dessus. Il faudra juste vérifier dans les matrices de compatibilité à chaque fois. Ok, très bien.
Merci beaucoup. Théo nous demande aussi un client. Donc, un client demande déjà si la solution est compatible avec un environnement HPE existant, type Alletra, Primera, Nimble. Oui, bon, Alors oui, oui, c'est compatible, c'est dans la matrice de compatibilité, c'est tout l'intérêt aussi, c'est-à-dire que si le client est déjà sur une infrastructure avec ces baies de stockage-là sur du VMware, bah, s'il a encore de la place, il peut très bien rajouter des serveurs pour VME et travailler sur bien sûr différents volumes et différents data stores pour la partie VME, mais capitaliser sur son infrastructure de stockage existante. Ok, bah, dans la même logique, merci en tout cas pour cette réponse. Bruno nous demande si justement c'est compatible avec le logiciel de sauvegarde PPDM qui correspond plutôt au constructeur Dell Technologies. Alors, c'est pas dans la matrice aujourd'hui de piloter ce stockage-là de backup. Ok. J'ai Steven qui nous pose la question, est-ce qu'il est possible de déployer des contenus Docker avec la solution intégrée de containerisation? Alors la partie containerisation sur VME ou Morpheus au sens général, ça va être plutôt sur Kubernetes et Ansible. Et c'est des solutions qui sont aujourd'hui validées et disponibles sur la version Enterprise. Ok, merci. Sébastien, on arrive à la fin des questions, mais Sébastien nous pose la question, est-ce qu'on a un ordre de différence de tarifs entre les versions standalone et Morpheus Enterprise? En termes de positionnement marché, la partie Morpheus VM Essential, c'est à peu près 560 € par socket et par an, pour vous donner un ordre d'idée. La partie Enterprise marche aussi au socket et j'ai pas le prix en tête, mais je crois que c'est à peu près 2 fois plus, mais qui reste moins cher que du VCF, là où c'est l'équivalent, on va dire, en face. Merci. Frédéric nous demande si on sait piloter du cloud comme Azure ou AWS, avoir un hyperviseur pour le on-prem et le cloud. Alors oui, sur la partie PCBE, donc la partie hyperconvergence, et si on est en mode plus non HP ou traditionnel, c'est sur la version Enterprise aussi qu'on peut s'interfacer avec les clouds publics. Très bien. J'ai une dernière question qui est la licence étant par socket. Quel est le prix en fait par socket? Du coup, je l'ai répondu juste avant, c'est à peu près 560 € par socket et par an, que ce soit du 16, du 20, du 64 ou du 128 cœurs, c'est la même chose. Très bien. La dernière question, et là je pense qu'on arrive à la fin, c'est le hardware Cisco type châssis lame UCS sera-t-il prochainement qualifié avec VME? C'est toute une histoire de marché, hein. C'est pas forcément HPE qui valide les concurrents, c'est eux qui viennent se faire valider, hein. C'est un positionnement purement software, hein. Aujourd'hui, c'est pas VMware qui valide les infraconstructeurs, c'est les constructeurs qui viennent se faire valider chez VMware. On a exactement le même positionnement et la même stratégie. Donc encore une fois, pour ce qui n'est pas dans la matrice ou qui a un besoin particulier, il faut passer par le processus de self-validation où j'ai mis le lien dans le chat pour faire valider ou demander une validation de produit et vous aurez les infos sur si c'est déjà en cours ou si c'est prochainement que ça arrive. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question, et là c'est vraiment la dernière. Est-ce que cela peut remplacer pardon, la solution de type Datacore? Alors ça peut, alors DataCore, c'est sur la partie stockage, d'accord, virtualisation du stockage. Donc l'équivalent, ça va être plutôt la partie SimpliVity, qui est positionnée à peu près dans le même écosystème, où c'est SimpliVity qui va faire le pool de ressources stockage et qui va virtualiser le stockage. Voilà. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur adapté pour les mairies ou les PME. Donc oui, tout à fait. On a déjà quelques mairies qui sont parties sur cette solution-là, parce que c'est des environnements souvent petits, moyens et qui cherchent de la réduction de prix, hein. Les budgets dans le public, c'est assez important. Donc c'est ce qui favorise notre solution. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairci sur cette solution donc d'HPE VME hein, Essential. Donc pour résumer, une solution qui est ouverte, qui permet l'hybridation au niveau des écosystèmes et surtout en fait une maîtrise des budgets dans un climat IT un petit peu complexe où la prédictibilité, la volatilité en tout cas des composants ou du prix peuvent faire la différence. Donc une solution qui a déjà été éprouvée et installée.
Merci beaucoup en tout cas, messieurs, pour le temps d'échange. J'espère que cela a été constructif. N'hésitez pas en tout cas à poser toujours vos questions. Si on n'a pas le temps, en effet, dans les dernières secondes qui suivent ce webinaire, d'y répondre à présent, évidemment, nous reviendrons vers vous avec toutes les réponses associées. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir.